bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'émission du jeudi soir. Vous en avez l'habitude maintenant, plusieurs rubriques dans cette émission. Il y aura notamment les rendez-vous sportifs du week-end qui vous seront présentés par Alexandre de Naour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. On aura également la chronique prépa mentale avec notre expert Benoît Pinault. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Il y aura également l'entretien de 85 chrono dans quelques instants avec Mathis Valin, le champion du monde junior de motocross. On parlera également de Mathieu Burgodeau que vous avez rencontré hier soir, le cycliste de Noirmoutier, Alexandre. Et puis on va parler rugby tout au long de cette émission avec nos trois invités du Rugby Club Sablé. Nous recevons l'un des deux coprésidents, Lionel Gay. Bonsoir. Bonsoir. Et puis les deux entraîneurs, Benjamin Chaube. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Et Julien Chastanet. Bonsoir Julien. Bonsoir. On va parler de ce bon début de saison, très bon début de saison du Rugby Club Sablé en Fédéral 3 avec 4 victoires en 4 matchs. Mais avant cela, un petit mot de football, Alexandre, puisque on connaît les affiches du 6e tour de la Coupe de France. Exactement, avec 6 clubs vendéens qui sont encore en lice dans ce 6e tour. Vous allez le voir, la programmation avec un double derby le week-end du 28 et 29 octobre. Un remake du 7e tour de l'an passé. Pensionnaire de R1, Mareuil recevra de nouveau les Herbiers de Laurent David. Et puis duel entre deux formations de N3. Le Poiré-sur-Vie recevra Fontenay-le-Comte. À l'extérieur, vous le voyez, Chaland, autre club de N3, ira sur la pelouse de la SC Bellevue à Nantes. Le petit pousset vendéen Esnay sera lui en déplacement à Orvaux, formation de R1. Et puis on connaît aussi le tirage du 4e tour de la Coupe de France féminine. 4 déplacements pour les clubs vendéens. Les Herbiers iront à Rezé, Saint-Georges-Guyonnière sur la pelouse de la Croix-Blanche d'Angers. Et puis enfin la Roche VF ira à Saint-Nazaire. La Roche ESO se déplacera à Vercher-Saint-Georges. Ça, ce sera les week-ends du 28-29 octobre. Et ce week-end, ce dimanche, ce sera la 5e journée de Fédéral 3. Le Rugby Club Sablé va accueillir le promu Saint-Herblain avec l'objectif, on imagine bien, d'enchaîner une 5e victoire, puisque depuis le début de la saison, ce sont 4 victoires avec 4 bonus offensifs, 37 essais marqués par le Rugby Club Sablé, victoire à Saint-Nazaire, victoire contre Choret, victoire contre La Baule avec un nouveau record de points, 101 à 3, première fois que le club passe la barre des 100 points, et puis lors de la dernière journée, une victoire 58-6 sur le terrain du 15 de l'Erde. Alors Benjamin, Julien, vous allez vous partager la parole. Est-ce qu'on pouvait rêver meilleur début de saison ? Mais, je pense qu'aujourd'hui, non. C'est sûr qu'on travaille dur pour ça, pour essayer de gagner un maximum de matchs. Et en plus de ça, on gagne avec des bonus offensifs. Donc les points sont pris et ça, c'est important. Maintenant, on va continuer à travailler. Parce que ce début de championnat est certes bon, mais il y a encore beaucoup de matchs avant la fin. Donc il faut se concentrer match après match. Julien, pour l'instant, qu'est-ce qui vous a plu dans le comportement de votre équipe ? Avant tout, c'est l'état d'esprit. On voit une équipe qui travaille depuis... on avait repris l'entraînement mi-mai avec le groupe restant. Les recrues nous ont rejoints le 2 août, on a repris. Et on voit un état d'esprit de travail. À l'entraînement, c'est hyper agréable parce que tout le monde se tait, on a tous le même objectif, on a envie d'avancer et on voit qu'on performe chaque week-end, donc c'est intéressant. Et on voit qu'on a encore une marge de progression à atteindre qui est assez intéressante. Lionel Gay, en tant que président, j'imagine qu'on est très satisfait de ce qu'on a vu depuis le début de saison à la Rudelière puis à l'extérieur. Ce serait difficile de pas l'être, mais je rejoins ce qu'ont dit Benjamin et Julien. C'est important, ça sera à la fin ça sera le résultat. L'objectif, il est pour nous d'engranger un maximum de points pour pouvoir ensuite d'abord se qualifier pour les phases finales et après on verra ce qui se passera parce que c'est quand même un fonctionnement un peu différent de ce qu'on voit dans les autres sports. Il faut repasser des tours et on peut se retrouver un peu dans la France entière. Donc prenons les choses cas par cas et puis après on verra. Puisqu'on fera rappel, il faut se qualifier pour les 8e de finale des phases finales pour accéder à l'étage supérieur. Julien, vous disiez que vous aviez encore une marge de progression. Sur quel point, plus précisément, vous pouvez encore vous améliorer ? Clairement, défensivement, on peut encore progresser sur notre circulation et le cadrage défensif sur l'homme, parce qu'on s'est fait sanctionner quelques fois sur certaines montées. Et offensivement, on a encore quelques petites scories, que ce soit sur notre distribution offensive où on se perd encore un petit peu, mais il y a une marge de progression qui est assez intéressante et on voit que les gars ont envie d'apprendre, on voit que les gars ont eu une défaite l'année dernière en
en 32e contre Vincennes qui est resté. C'était une défaite qui a piqué, mais c'est un échec qu'on se sert pour chaque jour pour avancer. Et c'est pour ça qu'on prend match après match. Et le prochain objectif, c'est juste Saint-Herblain. Après, on verra à la fin ce qui se passera. Mais si on part sur ça, match après match, ça devrait bien se passer. Vous parliez de l'élimination contre Vincennes, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Vous aviez gagné le match aller 14-8 et une défaite 14-6 au match retour. Alors justement, vous parliez de Saint-Herblain, c'est le prochain match ce dimanche à 15h15 au stade de la Rue de Lierre. Saint-Herblain promu en Fédéral 3, actuellement 8e du classement avec 5 points, une victoire et 3 défaites. Quelles informations, quels éléments vous avez sur cette équipe de Saint-Herblain, Benjamin ? Honnêtement, pas beaucoup. Et puis, pour être très clair, en fait, nous, on se concentre beaucoup sur nous par le passé. On essayait de trouver pas mal de vidéos des adversaires, etc. Et on voit que ça nous a déjoué, ça nous a joué quelques tours par moment. Donc maintenant, on préfère plus se concentrer sur nous, sur notre jeu, sur ce qu'on peut améliorer et avancer sur ce qu'on maîtrise et pas sur les adversaires. Mais on va quand même parler encore des adversaires en regardant le classement de cette poule de Fédéral 3. Donc je dis, vous avez affronté Saint-Nazaire, Choret, La Baule et le 15 de l'Erdre. Selon vous, avec qui vous allez batailler pour le haut du tableau cette saison ? Très clairement, ça commence à se positionner. On est à un championnat pour l'instant qui est en train de se sectionner en 2 vitesses. Parthenay, Pulboro, Angers sont des équipes qui veulent chercher qui sont dans le haut de tableau et qui veulent chercher à monter. Saint-Nazaire également, sachant qu'aujourd'hui on les a joués. Oui, on a gagné chez eux, mais ça reste le premier match, donc on se méfie énormément de cette équipe. Et après, on verra. On sait qu'une équipe comme Saint-Sébastien, chaque année, a une équipe qui est très joueuse et qui se projette pour se qualifier. Pour l'instant, ils ont mal commencé, mais voilà, on a une poule qui est quand même assez homogène. Et des matchs faciles, aujourd'hui, c'est nous qui nous les rendons faciles, mais on s'en méfie. Je pourrais prendre un exemple, c'est que contre Choret, la saison dernière, on gagne 8-3. Là, on a réussi à passer un peu plus d'essais. Lionel Gay, vous parliez de phase finale, c'est l'objectif minimum pour l'équipe, mais j'imagine qu'après 2 saisons avec une sortie en 32e, on espère un peu plus. Est-ce que la montée est un objectif ? Alors, faut pas le dire, mais bon, c'est vrai que quelque part la montée reste un objectif, mais parce que nous sommes des compétiteurs et que être compétiteur sans objectif, avec de l'ambition, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est vrai qu'à terme, la montée reste un objectif, c'est sûr, et on se prépare pour ça. Mais on va prendre, comme je disais tout à l'heure, les choses une par une, et je pense que c'est en faisant comme ça qu'on réussira justement à... C'est vrai que l'équipe s'est qualifiée déjà 2 fois. On a été éliminé 2 fois dans la région parisienne, d'ailleurs, la première fois à Versailles, la deuxième à Vincennes. En 32e, là, je pense qu'on a envie d'aller plus loin, c'est clair. Alors, on le répète, 15h15 dimanche, le match face à Saint-Herblain au stade de la Rue de Lierre. Mais Alexandre, il y aura d'autres événements sportifs en Vendée ce week-end. Exactement, et on va ouvrir votre agenda avec du football. Direction ce week-end la 7e journée du championnat de National 2. Samedi soir, tout d'abord, au stade Massabielle, les Herbiers 6e reçoivent le dauphin de leur poule. C'est l'équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire. A noter qu'en ouverture de cette 7e journée vendredi soir, La Roche VF, toujours leader, sera en déplacement sur le terrain de Bergerac. En football, toujours 6e journée de National 3 avec un double derby vendéen au programme. Et avant de se confronter de nouveau en Coupe de France la semaine prochaine, le Vendée Poiré Foot accueille Fontenay-le-Comte pour ce championnat. De son côté, la Châtaigneraie, bon dernier, reçoit Châlons. Et puis enfin, dernière réception, celle de la réserve du FC Nantes pour les Sables FCOC. En division 3 féminine à présent, La Roche-Huessot, actuel leader, jouera face à l'équipe de Saint-Denis, 8e au classement. Coup d'envoi de cette 5e journée programmée à 14h30 dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. En basket à présent, La Roche. Vendée Basket est actuellement ce jeudi en déplacement en Turquie pour sa 2e rencontre d'Eurocup, mais ce week-end, retour en Vendée pour les Tigresses, 5e journée de Ligue féminine face aux promus de Charnay Basket. Rencontre à suivre à la Halle des Sports des Oudéry, ce sera dimanche après-midi. À noter aussi que l'équipe Espoir du RVBC, engagée en N2, sera en déplacement à Dieppe samedi. En National 1 masculine, 2 rencontres programmées vendredi à 20h. Toujours englué à la dernière place de la poule, les Sables Vendée Basket retrouvent le Rennes Basket à la salle Beau Séjour. Les Chalandais, 5e au classement, reçoivent la formation de Tarbes-Lourdes à Michel Vrignot.
Handball, d'abord, place ce week-end à la 7e journée de National 1 masculine. Le PVHB a l'occasion de décrocher enfin son premier succès de la saison face à une équipe en méforme. Pouzauges face à Poitiers. Rendez-vous à suivre samedi 19h, salle de l'Étoile. En National 1 féminine, La Roche-Vendée Handball va tenter de préserver son invincibilité à domicile. 5e Lyonnaise accueille Angoulême, 6e, même nombre de points au classement. Lancement de la rencontre à 20h30, samedi à la salle Omnisport. Et puis habitude cette saison, la rencontre à domicile de l'équipe première sera précédée du match de l'équipe réserve. 6e journée de N2 à 18h30 dans cette même salle Omnisport. L'équipe de Delaroche aura fort à faire face au deuxième de la poule, les joueuses de Saint-Louis. Merci Alexandre, d'autres rendez-vous sportifs à venir tout à l'heure, mais on va maintenant parler prépa mentale avec notre expert. Avec vous donc Benoît, vous allez nous parler des peurs aujourd'hui dans le sport, comment dompter ces peurs. Oui, quand je parle des peurs, c'est bien des vraies peurs, pas juste la montée de stress avant les matchs qu'on connaît tous, même au rugby, mais je parle des peurs paniques, celles qui nous créent des blocages. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer une vidéo d'un skieur qui a un nom tout à fait prédestiné pour les chutes. Il s'agit de Cody Laplante. Et il nous fait un bel exercice de style sans les skis. Voilà. Mais au-delà de sa chute, on peut se demander ce qui va se passer pour lui quand il va se retrouver à nouveau sur le run de départ, puisque dans ce genre de compétition, il y a 2 sauts. Même s'il a l'air de ne pas s'être fait très mal et que les chutes sont régulières pour des sportifs, ça peut être difficile, parce que les blocages, c'est difficilement contrôlable. La peur, c'est une émotion qui naît de manière brusque, soudaine, et puis qui va empêcher toute lucidité et toute cohérence. Donc on peut être le meilleur du monde, s'il y a une peur panique qui arrive et qui nous bloque, on va avoir difficilement l'occasion de faire une performance. Parce que la performance, effectivement, c'est de la puissance, mais aussi du relâchement mental. Mais alors une peur, ça n'arrive pas toute seule, il y a des éléments déclencheurs. Il y a des éléments déclencheurs, ça peut arriver dans plein de sports. Si on prend l'exemple du vélo, les chutes vont arriver souvent dans des phases particulières, dans des sprints ou des descentes, et ça peut être très violent. On va prendre l'exemple de Richie Porte sur un des Tours de France. Là, on voit qu'il va avoir effectivement beaucoup de mal à s'en relever. Et ça peut créer des dommages psychologiques. Derrière, si on prend un coureur cet été comme Pierre Latour, qui est un très bon coureur et qui était dans des formes très importantes, très, très fortes sur le Tour de France, malheureusement, on a vu qu'il avait énormément de mal à suivre en descente. Donc ça peut créer énormément de frustration derrière. Et l'étape, ce jour-là, sans doute lui est passée sous le nez à cause de ce blocage, puisque il avait fait une chute au Tour des Émirats quelques mois avant, et depuis, il l'exprime lui-même, qu'il a un vrai blocage psychologique en descente. Malheureusement, dans ces phases-là, la descente, ce n'est plus une phase dans laquelle on se relâche, c'est une phase où on peut gagner du temps. Donc il y a ceux qui descendent vite et fort, et puis ceux qui ont les mains sur les freins. Si on prend un autre exemple, on se souvient tous de Romain Grosjean quand il a eu son terrible accident en Formule 1. On va revoir les images parce que c'est quand même impressionnant, et vous allez voir le chrono défiler sur le temps qu'il va rester dans sa monoplace. En feu. Ce qui est impressionnant surtout, c'est d'en ressortir avec quelques brûlures aux mains, avec 28 secondes dans une monoplace en feu. Après ça, il faut savoir qu'il ne sera jamais remonté dans une F1, il court un peu en Indy, mais c'est son fils là, qui a 7 ans, qui lui dit « Non papa, j'aimerais bien que tu ne remontes pas dans une voiture ». Effectivement, quand on est père de famille, ça joue un peu. Aujourd'hui, on a la chance que finalement, les sportifs vont être capables de communiquer beaucoup plus qu'avant. C'était difficile de parler de ses peurs. Donc là, on va quand même accompagner un sportif pour aller l'aider à transcender ses peurs. Et la manière dont il va enregistrer son accident ou son blocage va donner pas mal d'indications. Il y a certains même qui vont exprimer un souvenir particulier, même de souvenir de la tenue que va porter le spectateur qui était juste à côté, ou même l'odeur qu'il y avait à ce moment-là. Et c'est important de le faire parce qu'on se doute bien, par exemple, si on prend Pierre Latour, c'est quand même son métier de faire du vélo. Et même s'il est bon grimpeur, à un moment donné, il va quand même se retrouver face à des descentes. Donc s'il ne corrige pas ce problème très rapidement, ça va être dur pour lui de performer et d'avoir une longévité dans sa carrière. Donc on va insister effectivement beaucoup sur l'empreinte que ça va laisser sur les sportifs. Et selon la gravité, selon l'impact de la peur de son origine, on va chercher des processus conscients et inconscients. Et puis potentiellement même, ça va jusqu'à réactiver des chutes anciennes qu'on a pu faire quand on était petit. Alors, quelle solution pour dompter ces peurs ? Alors, ça va dépendre effectivement du contexte. Et déjà, les peurs vont créer des pensées négatives. Et ça, c'est le premier élément que l'on va chercher. Par exemple, en mer, pour ceux qui nagent en mer, on va, sur des conditions difficiles, préparer des phrases antidotes en amont. C'est-à-dire que l'on va remettre à jour 3 éléments qui sont
la compétence, les acquis et l'expérience. Ces phrases vont être, par exemple, je sais que je sais nager, je sais que j'ai confiance dans mon matériel. Je sais aussi, par exemple, que je suis toujours sorti de l'eau. Et ça aide aussi, naturellement, à reprendre le dessus et de les préparer sans laisser la peur s'installer. On va utiliser potentiellement des techniques d'hypnose, par exemple, pour recaler en fait, le réalignement entre la peur ressentie et le danger réel. Donc il y a des travaux sur des routines, il y a des travaux sur des visualisations que l'on va faire, et puis la clé c'est aussi de reprendre progressivement plaisir dans sa discipline. Je suis pas sûr qu'effectivement Pierre Latour il prenne beaucoup de plaisir aujourd'hui à être crispé sur son vélo. Donc on va remettre ça progressivement en place. On va aussi anticiper des conditions différentes. C'est vrai que si on s'entraîne toujours, je vais apprendre au rugby quelque part quand il fait beau, le jour où il pleut, où il y a de la neige, c'est très différent. Donc on va anticiper aussi le fait d'avoir des fois des conditions très difficiles. Pour des traumatismes plus profonds, il existe des techniques même plus profondes, plus spécifiques, qu'on appelle de l'EMDR, sur les traitements post-traumatiques, mais ça peut arriver qu'on en ait besoin. Et puis quand on peut, on essaye aussi de faire remonter le sportif au sel dès que possible. Là, on va prendre le cas d'une perchiste qui s'appelle Angelica Bengtsson sur un des championnats du monde. Regardez ce qui lui arrive, voilà, malheureusement elle casse sa perche, ça lui arrive, mais le problème c'est que le concours ne s'arrête pas là et on lui demande de ressauter 2 minutes après. Et elle emprunte la perche d'une autre concurrente et elle bat son record personnel, donc 2 minutes après, quand même, elle s'être retrouvée la tête dans le butoir. Donc ça, c'est quand même très intéressant à faire. Ça n'arrive pas qu'au meilleur du monde. Effectivement, là, je vais vous montrer une image. Ça, c'est la perche que moi, j'ai cassée. J'en ai cassé 3 dans ma petite carrière de perchiste amateur. Je ne sais pas si on peut voir l'image. Ça surprend toujours. Et ce que je faisais derrière, en fait, je m'amusais finalement à prendre des concours de perche un peu à la rigolade, donc je sautais avec un bob, c'était l'histoire pour moi de me dire, bon, la perche, c'est pas plus compliqué qu'un tournoi de pétanque, ça permet de relâcher la pression et de faire descendre la peur. Alors, peut-être Julien, Benjamin, un mot sur ces peurs. Est-ce que vous avez été déjà confronté à des joueurs qui, à la suite d'un gros choc, d'une grosse blessure, avaient des blocages, des peurs justement pour les matchs suivants ? Ça arrive tout le temps. Nous, même en termes de joueurs dans notre carrière, on a été confrontés à ça. Après, c'est comment on s'en relève, comment on travaille dessus. Nous, on le voit cette année, par exemple, on a perdu ce match en 32e. C'est quelque chose qui a emprunté le groupe, c'est quelque chose qui a marqué le groupe. Il a fallu qu'on travaille dessus et qu'on s'en serve de force et qu'on transforme en force. Quand on parle de les mettre en situation aussi, on travaille avec beaucoup de scénarios à l'entraînement, sur des situations où on est acculé dans notre camp, où on doit sortir d'ici, où on ne doit pas faire de fautes, où on doit vraiment le focus sur la discipline et au max, et sur ce que l'on doit faire. On travaille beaucoup sur ces petits scénarios où on essaie qu'ils aient déjà vécu ces situations pour qu'ils puissent en sortir le mieux possible. Mais tout un chacun a vécu ces choses-là. Des fois le fait inconsciemment pour trouver des solutions pour que ça aille mieux, mais c'est sûr que nous à Strasbourg on travaille avec un prépa mental et on adorait ça parce que c'est quelque chose qui fait vraiment avancer vitesse grand V, surtout dans la tête des joueurs. Allez, on passe maintenant à l'entretien de 85 chrono. Et on va prendre la direction de Beaufou, puisque nous sommes allés à la rencontre de Mathis Valin, 17 ans, champion du monde junior en 125 cm3 cet été, champion de France également en remportant toutes les manches du championnat, et également vice-champion d'Europe, une saison 2023 exceptionnelle pour Mathis Valin, qui va passer professionnel dans une nouvelle écurie. On l'écoute. Bonjour Mathis. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi à Beaufou. On va bien sûr revenir sur cette très belle année 2023. Mais avant cela, peut-être un petit retour en arrière sur un peu toute ta carrière depuis les débuts. Comment tu as débuté le motocross et comment tu es arrivé jusqu'ici ? Ouais, donc merci à vous aussi de venir ici. On a déjà fait pas mal d'émissions. Donc moi, j'ai commencé la moto à 2 ans, assez jeune quand même. Ensuite, j'ai beaucoup monté dans les catégories, dans pas mal de choses comme ça. Donc ça a été intéressant. J'ai fait championnat de Bretagne, après je suis monté en championnat de France, championnat d'Europe et ainsi de suite, ça a suivi. Et cette année, on a fait une grosse saison, donc que du positif. Donc tu as 17 ans et en effet, donc cette saison 2023 a été assez énorme, avec déjà un titre de champion de France junior, 125 cm3 et surtout carton plein, 14 victoires en 14 manches. Raconte-nous un petit peu cette saison de championnat de France déjà. Ouais, c'est sûr, donc une très bonne saison en championnat de France. J'ai tout gagné, ça s'est jamais fait en championnat de France. Donc c'était le grand chelem comme on appelle, 14 manches, 14 victoires, donc c'était une sensation incroyable.
Après, il y a quand même eu d'autres championnats importants aussi. Donc, en parallèle, j'ai été champion du monde aussi. Un truc énorme aussi. Et vice-champion d'Europe, ce qui est quand même aussi pas mal. Alors oui, ça a été quand même le gros événement de cette année, de cet été. Ce titre de champion du monde, le 9 juillet en Roumanie. Là aussi, en junior, 125 cm3. Raconte-nous aussi comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça fait de devenir champion du monde? Alors moi, je suis quelqu'un qui m'exprime pas beaucoup. Donc, en soi... dès que j'ai gagné, j'avais pas forcément l'impression d'avoir gagné, je m'en suis pas rendu compte. J'ai quand même fait 2 belles manches. La première manche, j'ai gagné avec pas mal d'avance. La deuxième manche, un peu plus compliquée. J'ai géré, je savais que j'allais être champion du monde, donc on a géré avec Valentin, avec toute l'équipe. Une sensation incroyable, les interviews en anglais, pas mal de choses comme ça fait un peu bizarre au début. Et on ramène le titre à la maison, donc c'est quand même incroyable. Et puis donc, tu en parlais, le championnat d'Europe. Est-ce qu'il y a une déception sur ce championnat où tu as quand même été leader pendant un moment dans la saison? J'ai été leader au tout début. Après, une déception, oui, forcément, parce que j'aurais préféré être champion d'Europe. Mais en début de saison, on m'aurait dit j'aurais été vice-champion d'Europe, champion du monde, champion de France. Je l'aurais peut-être pas forcément cru. J'ai fait quand même pas mal d'erreurs au championnat d'Europe. C'est comme ça a été une année. Ça m'a appris pas mal de choses pour la suite. Donc, quand même une bonne saison et je suis quand même content de ce qu'on a accompli avec le team, avec tout le monde. Donc avec le team 737 Performance de Valentin Teillet, que tu as quitté. On y reviendra dans quelques instants. On va parler de l'avenir et de la nouvelle équipe dans quelques instants. Mais pour rester sur cette année 2023, comment t'expliques justement cette progression, ces résultats? C'est dû à quoi? Ça ressemble à quoi ton année en termes d'entraînement, d'implication dans ce sport? Ça a commencé cet hiver déjà. Je me suis pas blessé, donc point positif. Ensuite, on a beaucoup bossé, on a doublé la mise. On bossait pour être champion d'Europe, donc forcément beaucoup plus de voyages. Je suis parti en Espagne presque 2 mois pendant l'hiver. Travail physique à fond. J'ai vomi pendant des séances, par exemple. Dans le froid, j'ai douillé aussi. Donc le travail était complètement différent des autres années qu'on a pu suivre avec Valentin. Et c'était un énorme travail et ça a payé avec la saison que j'ai faite. Donc on a été contents. Maintenant, on passe professionnel, donc c'est-à-dire que ça va être 100% moto pour toi maintenant? C'est ça, donc l'aventure se termine avec Valentin pour ces 4 ans qu'on a passés ensemble. Je lui remercie d'ailleurs. Ensuite, du coup, j'ai signé chez Bud Racing, donc une nouvelle équipe. Tout va changer. Je vais déménager dans les Landes. Je vais passer professionnel, donc ça va être mon métier à plein temps. Et normalement, ça devrait être pas mal. Et changement de catégorie également? Changement de catégorie aussi. Je passe en 250, donc avec les plus grands. Ça va être du gros changement et on espère que ça va mettre du gaz. Comment ça s'est fait ce changement d'équipe? Est-ce que du coup, j'imagine que ces résultats ont fait que les gens t'ont sollicité, des équipes sont venues vers toi? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça s'est fait très rapidement en début de saison. Donc il y a un team qui a contacté Valentin, un team français, donc Bud Racing. Ils ont contacté Valentin, ça s'est fait un peu avec Valentin. Ils m'ont proposé un contrat, on a vu avec Valentin. C'était le mieux pour moi, donc on a décidé de signer. C'était en accord aussi avec Valentin, donc Valentin ne pouvait pas me proposer mieux que ce qu'il me proposait, et donc on a décidé de partir et c'était un accord. Et alors à quoi tu t'attends dans cette nouvelle équipe? Qu'est-ce qui te plaît dans cette nouvelle équipe? Déjà, je vais déménager, donc je vais un peu me démerder seul, on va dire. Et moi, j'étais prêt à partir, j'avais envie de partir, donc je pense que ça va me faire du bien. Aussi, ça va être un grand changement. Je vais avoir l'aide de pas mal de personnes, par exemple Kawasaki, donc la marque dans laquelle je vais rouler, Bud Racing. Je vais être comme un pilote usine, donc ça va être mieux que ce que j'avais, quoi. Pour revenir sur ces 4 ans avec le team de Valentin Teillet, 737 Performance, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 ans? Je retiens que j'ai commencé vraiment très bas et Valentin m'a ramené vraiment haut, champion du monde. On a beaucoup progressé mentalement, on a fait pas mal de boulot comme ça. Je retiens pas mal de choses. Toutes mes années avec lui m'ont fait de l'expérience et je sais très bien que ça va me servir pour les autres années. Donc je suis content du travail qu'on a fait avec Valentin, de tout le monde qui nous ont suivis aussi et je ne saurais jamais comment le remercier, quoi. Merci beaucoup Mathis et bonne chance pour la suite. Merci à vous, au revoir. Allez, Mathis Valin, licencié au Motoclub du Pays des Olonnes, qui restera licencié au MC Pays des Olonnes malgré son déménagement dans les Landes, dans sa nouvelle équipe. On revient au rugby avec nos invités du Rugby Club Sablé, Lionel Gay, coprésident, et les 2 entraîneurs, Julien Chastanet et Benjamin Chaube. Un mot sur cette équipe qui a été un peu renouvelée, forcément, comme tous les ans. 4 départs, 6 arrivées, mais aussi des joueurs issus de l'école de rugby et du pôle jeune du club. Comment vous avez construit cette équipe version 2023-2024, messieurs?
On a la chance de travailler sur la continuité. En fait, depuis 4 ans, les 2 premières années ont été arrêtées à cause du Covid. Les 2 années suivantes, on se qualifie. Et en fait, ça nous a permis de créer un socle de joueurs qui prend de la maturité, qui prend confiance, qui travaillent ensemble, qui ont des connexions ensemble. Et d'avoir ce socle-là de joueurs nous permet justement d'avoir une épine dorsale et de pouvoir avancer. Après, bien sûr, on l'a agrémenté avec des joueurs qui viennent de l'extérieur. Des joueurs qu'on n'avait pas forcément au club. C'est pour ça que les entrants, les recrues sont très importantes, qui arrivent pour la plupart d'un niveau supérieur, mais aussi où on a des jeunes qui poussent, qui viennent pour certains de l'école de rugby, qui sont montés et on a 2 joueurs notamment, un qui a 18 ans, l'autre a 19 ans, enchaînent les matchs les uns après les autres. Donc aujourd'hui c'est un groupe qu'on façonne, qui est en train de se créer. Je pense que les résultats sont aussi dus au fait que maintenant il y a de la maturité dans ce groupe, du travail commun et des objectifs qu'ils veulent réaliser ensemble. Alors, un groupe de 70 joueurs environ pour les 2 équipes, Fédéral 3 et Excellence B, et donc 8 joueurs issus de l'école de rugby et du pôle jeune dans ce groupe senior. Ça, Lionel Guay, c'est une grande fierté de voir ces jeunes qui ont appris le rugby dans son club porter le maillot de l'équipe première. Bien sûr, c'est une très grande fierté parce que de voir des jeunes sablais qui puissent avancer et travailler, c'est tout le pôle jeune qu'il faut féliciter, mais pas que le pôle jeune, c'est aussi tout le travail qui a été fait en amont par l'école de rugby, avec tous les éducateurs de l'école de rugby, parce que c'est aujourd'hui la plus grosse école de rugby de Vendée, elle est au Sable d'Olonne, donc ça paye tout ce travail qui est fait, et les gars, je peux vous dire qu'ils s'y donnent beaucoup, tous nos éducateurs, par rapport à ça. Et ensuite, les coachs de les premières, ils ont un terreau pour avoir des jeunes, et c'est vrai, c'est une grande fierté, et ce qu'on souhaite, je pense que vous n'allez pas me démentir, c'est qu'il y en a encore plus les années suivantes, et qu'on continue à avancer comme ça, quoi. Alors, il y a l'équipe Fédérale 3, la vitrine forcément du club, mais le club c'est quand même 360 licenciés environ, et une nouvelle section depuis cette saison, une section féminine que vous avez ouverte. Oui, pardon. C'est quelque chose qui était resté un peu de côté depuis quelques années au Rugby Club Sablé, parce que quand nous avions repris le club avec Olivier, il y a maintenant 9 ans, 10 ans, Olivier Vallée, il y avait beaucoup de choses à construire, et on a mis des fondations, on a mis des choses. Mais il y avait un manque, il y avait un vide, c'était la pratique féminine qui se développe un peu partout. Donc cette année, on a décidé d'y mettre un accent important. On a pris d'abord une première mesure forte en disant que cette année, les licences seraient gratuites pour toutes les filles au Rugby Club Sablé. Et puis on a mis des éducateurs, il y a quelqu'un qui est aussi dédié à ça. Donc le but, c'est effectivement de créer une véritable dynamique au niveau du rugby féminin. Ça ne se fera pas en une journée, ça ne se fera pas en une saison, mais on a enclenché le départ de cette aventure-là. Pour du rugby à 10, là, sur cette pour l'instant, mais l'objectif, c'est d'avoir une véritable structure féminine et d'avoir une véritable école, d'abord école pour les filles, et ensuite une véritable équipe pour les filles. Alexandre, avant de passer aux autres rendez-vous sportifs du week-end, on va parler un peu de cyclisme, puisque vous étiez ce mercredi soir à Noirmoutier, où un hommage était rendu à l'enfant du pays, au Noirmoutrin, Mathieu Burgodeau, le coureur cycliste du team Total Energy. Exactement, il était hier à Noirmoutier en Lille pour échanger notamment avec des jeunes du club de triathlon de Noirmoutier, l'occasion d'un question-réponse, de séances de dédicaces. Mathieu Burgodeau est par exemple revenu bien sur ses belles performances de l'été et notamment ses 2 podiums sur le dernier Tour de France. Et puis vous le savez, le coureur de 24 ans, bientôt 25, s'est fracturé la clavicule droite à la fin du mois de septembre, signant ainsi une fin de saison prématurée. La rencontre d'hier était donc aussi l'occasion de prendre quelques nouvelles auprès de Mathieu Burgodeau. Tout va bien, je me suis fait opérer, tout s'est bien passé, et voilà, je me rétablis très très vite. Voilà, j'étais juste très, très frustré et très déçu de finir ma saison là-dessus, surtout que j'étais en pleine forme en fin de saison et j'avais à cœur d'aller gagner une course avant la fin. Donc c'est plus ça qui m'a très attristé, on va dire, mais physiquement je me sens bien et voilà, j'ai pas de séquelles, ça va vite se remettre. Pour l'instant, pas de vélo encore, je vais attendre encore quelques jours, 1 ou 2 semaines même. Je reprendrai seulement début novembre l'entraînement sur route avec une grosse préparation hivernale axée sur d'autres sports aussi. Et puis après, voilà, on va monter en pression pour la prochaine saison.
Voilà, des nouvelles plutôt bonnes donc du côté de Mathieu Burgodeau. Les autres rendez-vous du week-end, Alexandre? On poursuit avec du rugby, on en parle sur le plateau de cette émission, on l'a dit, le RC Sablé affrontera donc Saint-Herblain dimanche en Fédéral 3, mais il y aura un autre match, cette fois en Fédéral 2 pour le compte de la 5e journée à 15h15 dimanche. Le stade Henri Desgranges accueille la confrontation entre le FC Lyonnais 10e et Gujan-Mestras 7e. Unique rendez-vous de volley ce week-end au menu, 3e journée de National 3 féminine, le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball reçoit les leaders de Saint-Brieuc, rencontre face aux Briochines programmée dimanche 15h Halle des Sports de Boufféré. Un mot sur 2 affiches à l'extérieur, la première en ring hockey en National 1 Elite, là aussi 3e journée de championnat, l'équipe de la Vendéenne se déplace chez le champion de France en titre Saint-Omer, ce sera samedi 21h, et puis la deuxième rencontre à l'extérieur, c'est cette fois en hockey sur glace, duel de haut de tableau du côté de la Normandie, le Haut-Glis se déplace chez la réserve des Dragons de Rouen, une 3e journée qui sera lancée à 21h samedi soir, et puis on termine avec de la course à pied, un premier double rendez-vous d'abord, celui des foulées bourgadines et de la Nordique lyonnaise, dimanche matin ce sera au choix, une course nature ou de la marche nordique, distance là aussi à définir, 9 ou 16 km, départ depuis le lycée nature de Bourg-sous-la-Roche, et puis l'épilogue de cet agenda concerne une 29e édition, la 29e des coulées chantonésiennes, circuit de randonnée pédestre ou VTT selon des distances entre 8 et 27 km pour la marche, entre 20 et 53 pour le VTT, les premiers départs, eh bien, c'est à partir de 8h dimanche matin, salle Antonia à Chantonnay. Voilà pour le programme sportif en Vendée ce week-end. Allez, comme à chaque fois dans 85 chrono le jeudi, on termine l'émission avec le quiz. Donc on va vous faire jouer, messieurs. Alexandre nous a concocté des questions rugby, forcément. Benoît, vous pouvez également participer en tant que challenger face à nos trois invités. Et bien donc c'est parti. Alexandre, première question. Je crois qu'on a déjà donné la réponse pendant l'émission. Et bon, on va voir peut-être. Alors on a donné la réponse effectivement. 37 essais ont été inscrits depuis le début de la saison côté RC Sablé. Mais combien de points est-ce que cela représente à peu près? Alors essais plus transformation plus pénalité. Est-ce que vous avez une idée? C'est 265. Bonne réponse. Exactement. Et c'est à 60% des points que vous aviez marqués déjà la saison dernière, donc bien parti pour en dépasser. 4 matchs. En 4 matchs seulement. Un petit mot de quel club de Pro D2 est issu Benjamin Broussard, votre nouveau responsable de l'école de rugby? Vannes, le RC Vannes, bien sûr, qui caracole en tête de la Pro D2 en ce moment. Alors, pendant la Coupe du Monde, on est en plein dedans. Il y a, il faut savoir aussi, une famille d'un joueur de l'équipe de France qui habite en Vendée. Quel est ce joueur? Julien-Pierre. Julien-Pierre. Alors, il y a Julien-Pierre. Et il y a Paul Boudéen aussi. Sa famille est du côté de Saint-Martin-des-Noyers. Genre vous l'apprenez. Mais voilà, ils sont deux. Alors, moi, je ne connaissais pas l'autre. Vous pouvez récupérer son numéro de téléphone. on va essayer de voir ça, Julien. Pas de souci. En tout cas, aussi un autre mot. Alors, sur un de votre rival, c'était l'an dernier, le FC Lyonnais. Une seule défaite pour le FC Lyonnais lors de la saison régulière l'an passé. C'était contre qui? Les Sables. C'est contre les Sables, évidemment. Lors du match retour, victoire 18-14. Un club du département aussi a vu le jour. Alors c'était en septembre 2022, mais qui propose un rugby un petit peu différent où on ne plaque pas. Alors est-ce que vous avez le nom de ce club en tête? Qui est un petit peu plus d'un an maintenant. Donc on appelle évidemment le Touch Rugby, vous l'aurez deviné. Et donc ce club, c'est le Touch. C'est le Touch L'Hermine, du côté du club de Saint-Hermine, voilà, qui se développe d'ailleurs beaucoup, le Touch Rugby de part et d'autre du département. Un mot, le premier match de l'histoire du club, est-ce que vous vous en souvenez, contre qui? Du RC Sablé. Ah, c'est le président. Non, personne n'était né, je le confirme. Ça devait être en 1947, quelque chose comme ça. Presque, effectivement. On est du côté de 45, fin d'année 1945, contre Clisson. Les Sables Clisson. C'était pas tout à fait le rugby club Sablé déjà. C'était pas tout à fait. C'était une rubrique Omnisport, c'est une partie Omnisport de l'ancien club. Le club a été créé officiellement en 1947. Voilà, on a la précision. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? Allez, une toute dernière. Qui sera l'arbitre de la finale Angleterre-Afrique du Sud samedi? Demi-finale, pardon. On n'allait pas mettre les Anglais en finale. Non. Qui sera cet arbitre? Ben O'Keefe. Ben O'Keefe, voilà. Qui était l'arbitre Voilà, arbitre du quart de finale malheureux d'il y a quelques jours. Et bien terminons justement par un tour de table de pronostic. Qui va être champion du monde de rugby, Lionel Gay? Franchement, entre les All Blacks et l'Afrique du Sud, c'est 50-50 pour moi, entre les deux. Mais je vais dire l'Afrique du Sud. Benjamin. Je pense que la finale sera Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Ouais. Et je mettrai une petite pièce sur la Nouvelle-Zélande. Ah, quand même les Blacks, d'accord. 2 pièces. Allez, même prono pour Julien. Même finale, le cœur Nouvelle-Zélande, mais la raison Afrique du Sud. Okay. Allez, Alexandre. Pareil, la même chose, je pense que c'est l'Afrique du Sud si c'est une finale contre les Néo-Zélandais.
Et moi, je vois les Anglais. Non, je rigole, bien sûr. Bien sûr, c'est une blague. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Bon match contre Saint-Herblain, dimanche, donc 15h15, stade de la rue de l'Air. Merci, Benoît. Merci. À bientôt pour reparler prépa mentale. Merci, Alexandre. On vous retrouve lundi matin dans la matinale pour le journal des sports. Très bonne fin de semaine à tous.